Bienvenue chez Détective Eternos. Un esprit brillant est confronté à un mystère effrayant. Un enfant a frappé à la porte, mais n'est jamais entré. Des secrets murmurent dans les coins sombres et des questions restent en suspens. Allumez une bougie, installez-vous confortablement et laissez le mystère commencer. La brune s'était arrêtée juste avant les vêpres, laissant les ruelles du village lisses et miroitantes, comme si le monde avait été délicatement poli pour l'inspection du soir. Des lampadaires commençaient à fleurir derrière des rideaux de dentelle, projetant des carrés d'or flous sur les pavés mouillés. De la salle paroissiale parvenait le léger bourdonnement des répétitions d'harmonium et le tintement des tasses de thé qu'on débarrassait des derniers vestiges de la réunion d'automne de l'Union des mères. Madame Price Ridley fut, bien sûr, la première à remarquer que le portail du presbytère Saint-Jude était resté ouvert. Elle laissa échapper un léger hoquet en passant, tenant son parapluie comme un sceptre de bienséance. Ce n'était pas seulement un portail ouvert qui la troublait, c'était le symbole d'un relâchement des normes, d'un fléchissement des mœurs. En 20 minutes, la question du portail était devenue un sujet de spéculation mineure mais ardent à l'épicerie du coin, discuté entre deux boîtes de lait concentré, âgées d'un jour des petits pains que personne n'admettait acheter. Au même moment, dans le modeste salon du cottage de Miss Marple, une horloge tique avec une précision irréprochable, comme pour marquer le rythme du village. Elle tricotait avec une concentration délicate, ses aiguilles émettant un léger murmure métallique. Quand l'horloge sonna 7 heures, elle s'arrêta, non pas à cause du bruit, mais parce qu'elle entendit 3 coups à la porte, fermes, réguliers, presque cérémoniels. Miss Marple appela doucement « Entrez, ma chère !» Mais personne n'entra. Un silence s'installa, celui qui vous serre doucement les oreilles. Elle attendit encore un instant, puis se leva, lissa les plis de sa jupe grise et ouvrit elle-même la porte. Le chemin au-delà était désert. Seule une odeur de terre humide flottait. Et quelque part, un chien aboya une fois, puis s'arrêta. Elle baissa les yeux vers la boîte aux lettres, s'attendant presque à voir les garçons du village jouer leur farce habituelle. Mais il n'y avait rien, seulement le léger scintillement de l'eau de pluie glissant le long des haies. Elle ferma doucement la porte et resta un moment immobile, la main sur la poignée, un pli se formant entre ses sourcils. Plus tard dans la soirée, comme toujours, la nouvelle se répandit qu'il s'était passé quelque chose au presbytère. Le bedeau, revenant du chœur, avait vu la lumière du bureau du vicaire allumée bien après que le village se fut couché. N'ayant pas reçu de réponse à ses coups, il entra et trouva le révérend Simonde assis à son bureau, la tête penchée comme pour prier, mais parfaitement immobile. Au matin, tout le village de St. Mary Mead était en proie à une douce horreur. Madame Price Ridley raconta à Madame Bantry et à la moitié de la congrégation qu'elle avait connue quelque chose clochait lorsqu'elle aperçut ce portail. Le colonel Melchett arriva du poste à 8h30, son pardessus sentant légèrement le tweed humide et l'impatience. Le médecin légiste le suit peu après. Miss Marple, se rendant chez le boulanger pour prendre son pain du matin, fut accueillie par des murmures avant même d'atteindre le coin. « Terrible affaire », murmura Madame Bantry, les yeux écarquillés par la délicieuse peur d'être à 2 doigts d'une tragédie. On dit que c'était le cœur. Elle baissa la voix, ce qui n'était peut-être pas très naturel si vous voyez ce que je veux dire. Miss Marple inclina doucement la tête. Le cœur s'arrête naturellement, ma chère, même si parfois un choc précipite son devoir. Madame Bantry cligna des yeux, incertaine d'avoir été d'accord ou d'avoir été gentiment corrigée. À midi, 3 versions distinctes de l'événement avaient déjà émergé, l'une impliquant un poison, une autre une lettre anonyme, et une troisième, plus poétique, impliquant une confession laissée inachevée sur le bureau du vicaire. Cette dernière version était la plus populaire, car elle était la plus difficile à prouver. C'est l'inspecteur Cray qui est venu frapper à la porte cet après-midi-là, laissant des traces humides sur le paillasson impeccable de Miss Marple. « Bonjour, madame, » dit-il poliment. « Juste des questions de routine. Vous habitez près de l'allée de l'église. » Elle hocha la tête et lui fit signe de se diriger vers le salon. « Oui, et j'imagine que vous vous demandez si j'ai entendu quelque chose. » Exactement ça. Miss Marple versait du thé comme pour une séance de spiritisme. Il y a eu du bruit hier soir vers 19h. 3 coups ont été frappés à ma porte. Ni timide, ni insistant. Puis plus rien. As-tu vu quelqu'un ? Personne. Mais j'ai trouvé ça étrange. Nous n'avons pas l'habitude de frapper sans entrer, inspecteur. Cela suggère soit de l'hésitation, soit de la culpabilité. Cray fronça les sourcils. Tu crois que cette personne voulait te voir ? Oh non, dit-elle doucement. Je crois qu'il voulait pas voir le vicaire et ont pris ma porte pour la sienne. C'est déjà arrivé. Un léger trouble de conscience, pourrait-on dire.
Il prit une note, la remercia et partit. Pourtant, lorsque Miss Marple reprit sa place près du feu, son tricot restait intact sur ses genoux. Son regard s'était tourné vers l'intérieur, ce froncement de sourcils si particulier, presque tendre, de celle qui se souvient de trop de petits détails que les autres oublient. Le soir, la pluie avait recommencé à tomber, murmurant contre les vitres. Quelque part au loin, la cloche de l'église sonna une fois, non pas pour l'heure, mais pour les morts. Et bien que le village dormait mal, Miss Marple restait assise, éveillée, écoutant une fois de plus le son de 3 coups délibérés qui avaient peut-être été destinés à une âme désormais au-delà de toute réponse. La flamme de la lampe de Miss Marple vacillait faiblement, tandis qu'un courant d'air s'infiltrait sous la porte. Elle se pencha en avant, non pas surprise, mais alerte, comme si l'air lui-même était porteur d'un souvenir. Dans le bourdonnement silencieux de son salon, chaque son prenait la clarté d'une confession, le craquement du plancher qui s'affaisse, le léger sifflement de la bouilloire refroidissant sur la plaque de cuisson, le léger murmure du vent dans le chaume au-dessus. Dehors, l'horloge du village sonnait 8 heures. Une autre journée s'était glissée dans l'obscurité, même si, à St. Mary Mead, la propreté était une illusion, une couverture de papier, recouvrant des taches plus profondes. Lorsqu'elle se leva enfin pour tirer les rideaux, elle vit une petite silhouette s'arrêter devant le portail. Une fillette d'à peine 12 ans, vêtue d'un manteau d'écolière délavé et d'un béret tricoté, immobile comme si elle hésitait à s'approcher ou à fuir. Miss Marple ouvrit la porte avant que l'enfant ait pu frapper. « Entrez, ma chère. Il fait bien trop froid pour hésiter. » La jeune fille entra, faisant couler la pluie sur le tapis, les yeux brillants du courage nerveux des jeunes. « Je ne voulais pas dire qu'il disait que tu savais des choses. Je pense peut-être à propos du vicaire. » Miss Marple sourit gentiment. « Oh, je m'y connais un peu en la plupart des choses, mais rien d'officiel, tu comprends. Comment t'appelles-tu, mon enfant ? » « Maisie. Maisie Cripps. Ma mère fait la lessive du curé. » Elle hésitait, tordant ses gants. « Maman dit que je ne dois pas parler, mais bon, je l'ai entendu hier. Il parlait à quelqu'un. Il était vraiment en colère. » Les aiguilles de l'attention de Miss Marple se mirent silencieusement en mouvement. « En colère ? Le révérend Simmons ?» Maisie hocha la tête, les yeux écarquillés. J'apportais le linge comme d'habitude. J'entendis sa voix à travers la porte du bureau, parler d'un péché qu'on ne pouvait confesser 2 fois. Puis une autre voix basse, comme celle d'un homme, mais je ne pus la comprendre. Seulement, quand je rentrai, le vicaire sourit comme si de rien n'était. Il me dit de filer. Miss Marple la remercia doucement et lui glissa un biscuit dans la main, gage tacite de confiance. Lorsque la jeune fille partit, ses petites chaussures glissant sur le chemin, Miss Marple s'attarda de nouveau près de la porte. La pluie avait commencé, fine comme de la dentelle, accrochant la lumière de la lampe tels des fils argentés de culpabilité. À la même heure, de l'autre côté de la pelouse, le colonel Melchett était assis près de son foyer avec l'inspecteur Cray. La lumière du feu donnait aux 2 hommes un air plus fatigué que sévère. « Tu n'y trouveras rien d'anormal, Cray, » grogna Melchett. Le vieux Simmons était aussi faible qu'un sac en papier. Cette histoire de fond de l'église le mois dernier l'avait probablement achevé. Cray fronça les sourcils. « Tu parles des comptes manquants ? Rien n'a échappé, disait-il. Pourtant, la trésorière de l'église, Madame Bartlett, avait l'air aussi coupable qu'une écolière avec de l'encre sur les mains. Entre nous, c'est le genre de personne qui panique à cause d'un chiffre erroné. Pourtant, dit Cray en feuilletant son carnet, les papiers du vicaire montrent une lettre rédigée hier, adressée à elle, jamais postée. Elle se termine au milieu d'une phrase. Si vous persistez dans votre silence, je dois, et c'est tout. Melchett se tortilla mal à l'aise. Une lettre de suicide, peut-être ? Pas écrit comme telle. Encore un avertissement. Cray se renversa en arrière, le visage rétréci. Et il y a cette trace de cire de bougie sur le buvard. Blanche, pas de cire d'abeille. Il n'y avait pas une seule bougie près du bureau. Pendant ce temps, au même moment, Madame Bartlett elle-même préparait du thé pour Madame Price Ridley, ses mains tremblant juste assez pour renverser quelques gouttes sur la soucoupe. « Je suis sûr que je ne comprends pas ce que les gens racontent, » murmura Madame Bartlett, le regard fixé sur la fenêtre au rideau. C'était un homme bon, le révérend. Ferme, certes, mais gentil. Madame Price Ridley renifla, triomphalement digne. La gentillesse est surfaite quand on néglige son devoir. On raconte qu'il voulait dénoncer quelqu'un, mais, bien sûr, je ne répéterai pas ce genre de propos. Bien sûr, chuchota Madame Bartlett, sa tasse de thé tremblante. Vous voulez dire quelqu'un de la paroisse ? Ma chère, on ne sait jamais où la nourriture commence. Parfois,
sous le toit le plus respectable. Au coin de la pièce, l'horloge du grand-père sonna 9 heures. Madame Bartlett tressaillit au son, et, dans ce bref mouvement, un objet métallique brilla à son poignet, un médaillon en forme de petite clochette argentée qui capta la lumière de la lampe avant de disparaître sous sa manchette. Au matin, on vit Miss Marple se diriger vers le presbytère, son parapluie noir flottant légèrement au-dessus d'elle, comme au rythme de ses pensées. L'agent de service toucha respectueusement sa casquette. « Bonjour, Miss Marple. L'inspecteur est à l'intérieur. »« Oui, ma chère, je le pensais. » Elle entra sans cérémonie, observant d'un coup d'œil l'austérité familière du bureau l'encrier, la chaise renversée, la légère trace de cire de bougie sur le buvard. Cray leva les yeux. On a écarté l'hypothèse d'un acte criminel pour l'instant, mais quelque chose cloche. Pas de lettres postées, pas de visiteurs enregistrés, et pourtant cette horloge. Il fait un geste vers la cheminée, arrêtée à 7 heures précises. « Intéressant, » murmura Miss Marple en passant son doigt ganté sur le bord sans poussière du bureau. « J'ai remarqué que les horloges s'arrêtent souvent à des moments qu'elles préfèrent ne pas enregistrer. Question de conscience, peut-être. » Cray eut un bref sourire. « Une conscience dans les machines ? Oh, les machines sont comme les gens, inspecteur. Elles révèlent leurs défauts sous la contrainte. » Elle regarda vers la fenêtre, où le portail du jardin oscillait légèrement sous le vent, déverrouillé à nouveau, bien que personne ne soit passé. Plus tard, en quittant le presbytère, Miss Marple s'arrêta près du poteau du portail et remarqua un petit objet à moitié enfoui dans la boue. Un bouton nacre, ovale, d'une finesse rare. Pas le genre de montre que porte un ouvrier. Elle la retourna dans sa paume, puis la glissa discrètement dans sa poche. Derrière elle, la cloche de l'église commençait à sonner lentement pour les prières du soir. Chaque note semblait ramener le village au silence, rappelant l'ordre rétabli. Mais le regard de Miss Marple gardait une lueur de malaise, car elle savait que l'ordre à St. Mary Mead n'était jamais que la politesse du secret. Et quelque part derrière l'un de ces rideaux tirés, quelqu'un d'autre écoutait la même cloche, comptant chaque coup non pas avec tristesse, mais avec peur. Depuis le portail du presbytère, le regard de Miss Marple s'attarda sur les fenêtres silencieuses de la salle paroissiale d'en face. Une faible lumière perçait à travers les vitres givrées, tremblant comme un secret cherchant à se faire entendre. À l'intérieur, les paroissiennes disposaient des fleurs pour la cérémonie commémorative des lys, principalement, avec quelques chrysanthèmes rebelles qui refusèrent de paraître tristes. Miss Marple traversa la rue d'un pas posé, comme une personne habituée à observer sans se faire remarquer. Elle entra discrètement, accueillie seulement par le léger bruissement des tiges et l'odeur d'un linge humide. À la table du fond se tenait Madame Bartlett, disposant une couronne trop symétrique à son goût, et mademoiselle Hartnell, dont la piété n'avait d'égal que son appétit pour l'instruction morale. « Ma chère Miss Marple » s'exclama Miss Hartnell, d'un ton à la fois surpris et méfiant. « Vous l'avez entendu, bien sûr. Quel coup terrible pour la paroisse. Je me demande ce qu'il adviendra du programme des sermons. La perte révèle souvent qui dirige vraiment, ma chère, dit Miss Marple d'un ton doux, en retirant ses gants. Mais on ne s'attend jamais à ce que le leadership ait cette apparence. » Madame Bartlett leva les yeux, ses doigts tremblants sur les pétales. « C'est tellement difficile à croire, murmura-t-elle. Il préparait son sermon sur le pardon, la veille seulement. Le pardon peut être un thème très exigeant, répondit Miss Marple en posant soigneusement son parapluie près de la porte. Il exige autant du prédicateur que de l'assemblée. Mademoiselle Hartnell renifla. À mon avis, il avait l'air plutôt tendu ces derniers temps. Le poids de notre exemple, sans doute. Un homme de Dieu doit vivre sous le regard scrutateur des justes. Miss Marple esquissa un léger sourire, et celui des presque vertueux d'ailleurs. Un silence s'ensuivit, une de ces pauses villageoises délicates où seule la culpabilité ou les ragots peuvent respirer en toute sécurité. Ce fut Madame Bartlett qui le rompit. On ne pense bien là avait-il quelque chose d'anormal ? Sa voix était faible, pleine d'espoir, à sa manière effrayée. « Ma chère, dit Miss Marple, la mort est toujours contre nature pour les vivants. » Les femmes retournèrent à leurs fleurs, leurs mouvements rapides et nerveux. De sa place près de la fenêtre, Miss Marple observait une silhouette se précipiter devant la porte verte, la maîtresse de poste, Madame Kirby, serrant contre sa poitrine une poignée d'enveloppes comme des reliques de confession. Les plus petits détails, songea Miss Marple, voyageaient souvent plus vite que la vérité elle-même. Plus tard dans l'après-midi, le colonel Melchett convoqua l'inspecteur Cray au salon de l'auberge, où il avait établi son quartier général provisoire entre 2 fougères en pot et le portrait de la reine Mary. Le colonel était dans un état d'agitation inhabituel,
signe évident qu'une personne respectable commençait à paraître suspecte et inopportune. « Tu ferais mieux de parler à cette Bartlett, » dit-il vivement. « Elle s'agite comme une poule qui a vu le renard. Et maintenant, la receveuse m'apprend que le vicaire a envoyé une lettre recommandée la veille de sa mort, adressée au trésorier du diocèse. Elle n'est jamais arrivée. » Cray leva brusquement les yeux. Perdu en transit, Melchett grogna. Ou bien il se sentit déconcerté. Ce soir-là, Miss Marple dîna tranquillement avec Madame Bantry, qui s'était autoproclamée gardienne du moral et des spéculations morales de la communauté. « Tout le monde parle de la pauvre Madame Bartlett, » dit Madame Bantry en découpant son agneau rôti avec une retenue théâtrale. « Certains disent qu'elle et le vicaire ont eu une altercation au sujet des comptes. D'autres pensent qu'il y a plus derrière. Une femme seule est toujours facile à blâmer. »« Pratique, oui, » dit Miss Marple en déposant les petits pois avec une délicate précision, mais rarement juste. Une conscience coupable ne s'agite pas. Elle calcule. Madame Bartlett tremble comme quelqu'un qui a peur de se souvenir et non d'être démasquée. Madame Bantry se pencha en avant avec empressement. « Alors, tu crois ?» Miss Marple parut légèrement désolée. « Je pense, ma chère, qu'il ne faut jamais se précipiter pour attribuer une moralité à l'apparence de détresse. J'ai connu une dame qui a pleuré de manière convaincante aux funérailles de son mari, jusqu'à ce que le notaire lui rappelle que la succession était mise en gage. » Un léger rire passa entre eux, vite ravalé par la pensée. À travers la fenêtre, les lampes vertes miroitaient sous la pluie. Leurs reflets, dédoublés sur la vitre humide, donnaient l'illusion d'un village doublement représenté, l'un visible, l'autre caché. Lorsque Miss Marple prit congé, elle rentra chez elle sous une fine bruine qui adoucissait même les pierres tombales, les transformant en pâles fantômes. Devant son portail, elle s'arrêta. Le bouton de nacre reposait de nouveau sur sa paume. Elle l'avait retourné plusieurs fois ce jour-là, comme si la lumière pouvait encore trahir son propriétaire. Il brillait faiblement à la lumière de la lampe, beau, raffiné, et totalement déplacé dans la simplicité modeste de la paroisse. À l'intérieur, elle le déposa soigneusement sur la petite table près de sa chaise, à côté d'un mouchoir plié et d'une lettre non ouverte, livrée cet après-midi-là, sans adresse de retour. L'écriture était soignée, cléricale, et non signée. Elle a lu la ligne unique 2 fois avant de la replier à nouveau. Le péché n'était pas seulement le sien. Pendant un long moment, Miss Marple resta immobile, la lettre légèrement posée dans sa main. Dehors, la pluie redoubla, tambourinant aux fenêtres, avec une insistance mesurée, comme si le temps lui-même frappait, patient, persistant, et refusant de s'en aller. Le rythme régulier de la pluie s'amplifia en une sorte de musique, le battement de cœur patient du village lui-même. Miss Marple resta assise, la lettre posée à côté du bouton, à la fois petite et étrangement lumineuse sur la table, à la fois terne et lumineuse. Pour une femme qui avait passé sa vie parmi les motifs, elle n'ignorait pas que les deux portèrent la marque de la retenue, une confession trop peu parlante et un ornement introuvable. Sa lampe crépita légèrement, tandis que l'huile baissait. Elle se leva pour tailler la mèche et, ce faisant, son regard se porta vers la fenêtre. Derrière la vitre, une silhouette passe précipitamment sous un parapluie, trop pressée compte tenu de l'heure et du temps. Sa posture était indéniablement celle de Madame Bartlett, sa petite silhouette voûtée et son allure étrangement furtive. Le chemin qu'elle emprunta ne la menait pas chez elle, mais vers le presbytère, où aucune lumière ne brillait plus. Miss Marple, qui n'était pas d'un naturel impulsif, trouva néanmoins son châle et son chapeau en un clin d'œil. La curiosité, disait-elle souvent, était le seul vice qui s'atténuait avec l'âge. La pluie trempait ses manches avant même qu'elle n'atteigne le cimetière. Le portail grinça légèrement lorsqu'elle l'ouvrit, une odeur de mousse humide s'échappant en un soupir. Madame Bartlett était bel et bien là, debout devant la fenêtre du bureau du vicaire, ses mains gantées pressées contre la vitre comme si elle espérait y toucher. « Bonsoir, Madame Bartlett, » dit doucement Miss Marple. « Il est un peu tard pour une visite. » La femme se retourna brusquement, le visage pâle malgré la faible lumière. « Oh, Mademoiselle Marple, je ne vous avais pas vue. Je suis juste revenu. J'ai cru oublier quelque chose. Dans l'étude, oui, un grand livre, les comptes de l'Église. Je me suis dit que je ne voulais pas que la police les fouille. » Sa voix tremblait, mais pas vraiment de peur. Miss Marple inclina la tête. « Comme c'est consciencieux de votre part, ma chère. Je crois cependant que l'inspecteur l'a déjà fait. » Les yeux de Madame Bartlett clignent. « Vraiment ? Alors, peu importe. » Elle laissa échapper un petit rire qui tomba à plat dans l'air humide. On fait des bêtises quand on est à bout de nerfs.
Miss Marple ne dit rien. Le manteau de la femme, en laine fine bordé de fausse fourrure, avait perdu 2 boutons de la patte de boutonnage. Seul le bouton du haut était resté en nacre, ovale, identique à celui de la poche de Miss Marple. « Venez, dit gentiment Miss Marple, vous allez mourir ici. Un bon feu et un esprit serein feront plus de bien que n'importe quelle course dans le noir. » Madame Bartlett hésita, puis hocha la tête. « Oui, vous avez raison. Seulement, j'aurais aimé que le révérend me dise ce qu'il voulait dire. Cet après-midi, il avait l'air « ouais, je ne peux pas l'expliquer », comme s'il écoutait déjà quelqu'un d'autre parler dans sa tête. Ils marchèrent ensemble jusqu'au portail, où Madame Bartlett s'arrêta pour tâtonner avec son parapluie. Lorsqu'elle releva la tête, son expression avait changé, tendue et méfiante. « Vous ne voulez pas en parler, Miss Marple ? Les gens parlent si facilement. Je ne pouvais pas le supporter. »« Ma chère, dit doucement Miss Marple, j'ai toujours trouvé que le silence était la plus éloquente des vertus. » Une fois la femme partie, Miss Marple s'attarda, son regard suivant le sentier sombre où les lanternes vertes brillaient faiblement à travers la brume. Elle se tourna vers la porte de l'église. L'espace d'un instant, elle crut entendre un mouvement doux et délibéré. Mais lorsqu'elle tendit l'oreille, il n'y avait que la pluie. Au matin, l'incident est devenu monnaie courante au village. Madame Bartlett aurait été obligée de s'aliter à cause d'un rhume, et la femme de chambre fut envoyée chercher plus de lait que d'habitude, signe constant d'anxiété déguisée en hospitalité. Au bureau de poste, l'air bourdonnait de spéculation. Madame Kirby, dont la langue ne détachait la vérité de la rumeur que par hasard, confia à Madame Bantry qu'un télégramme était arrivé du bureau diocésain pour le colonel Melchett. Il s'agissait de fonds ecclésiastiques et de détournements, murmura-t-elle, les yeux brillants d'un triomphe contenu. Et ils mentionnèrent le révérend nommément. Miss Marple, debout juste derrière eux dans la file, ne fait aucun commentaire, si ce n'est un hochement de tête courtois. Le village avait commencé à tisser sa propre tapisserie de culpabilité, grossière par son fils mais forte par sa conviction. Elle l'avait déjà vue. La respectabilité effrayée cherchait toujours un bouc émissaire plus familier que la vérité. En fin d'après-midi, l'inspecteur Cray apparut à la porte de son cottage, l'air poli mais fatigué. « Un mot rapide, Miss Marple. Il y a une question d'ordre que je n'arrive pas à situer. Vous êtes doué pour le timing. »« J'essaie de l'être, » dit-elle en l'invitant à entrer. « Asseyez-vous, inspecteur. Vous trouverez la chaise plus indulgente que les circonstances. » Il sourit faiblement. D'après les témoignages, Madame Bartlett avait quitté le presbytère à 5 heures ce soir-là. Mais le bedeau jure l'avoir vu se diriger vers le presbytère à 7h30. Puis, bien sûr, on a entendu frapper à 7 heures. En effet. Alors, soit le bedeau s'est trompé, soit Madame Bartlett est revenue plus tard. Mais elle nie. Miss Marple réfléchit, remuant distraitement son thé. La mémoire est une curieuse servante, inspecteur. Elle réécrit souvent la vérité pour préserver la paix. Je ne m'inquiéterai pas trop de son déni, du moins pas encore. Cray se pencha en avant. Tu crois qu'elle ment ? Je pense qu'elle se souvient de manière sélective. Nous faisons tous face à quelque chose que nous souhaitons voir disparaître. Il avait l'air pensif. Et la lettre dont vous parlez a été remise sans signature. Puis-je la voir ? Miss Marple le lui tendit, soigneusement repliée. Il étudie l'écriture. Propre, instruite, peut-être cléricale. Vous pensez que cela fait référence à la mort du révérend ? Je pense, dit Miss Marple, que cela fait référence à une conscience qui tente de déplacer son poids. Cray fronça les sourcils. Tu veux dire que quelqu'un d'autre se sent responsable ? Ou ils craignent qu'il le fasse bientôt ? Il se leva et empocha le mot. Vous êtes une merveilleuse Miss Marple. Si seulement nous pouvions maîtriser votre instinct, nous aurions moins d'affaires non résolues. Elle sourit faiblement. L'instinct, cher inspecteur, n'est qu'une observation affinée par la déception. Après son départ, la lumière du soir baissa en un gris tamisé. Miss Marple tira les rideaux et retourna s'asseoir. Le bouton brillait faiblement sur la table, à côté de la tasse de thé refroidie. Elle le reprit, le faisant tourner entre ses doigts, jusqu'à ce que son reflet se courbe et se fracture dans son éclat, une distorsion miniature de la vérité elle-même. Dehors, une roue de voiture traversa la ruelle en claquant des doigts, s'arrêtant brièvement devant une porte au bout de la rue. Des voix murmurèrent, pressantes et étouffées. Puis le silence revint, épais et attentif. Miss Marple regarda vers le bruit et sentit, plutôt que de savoir, que le motif commençait à prendre forme, mais pas encore en quelque chose que le village serait prêt à voir. Le dernier écho des roues de la voiture s'estompa, ne laissant que le léger tic-tac de l'horloge de Miss Marple et le léger sifflement de la pluie fraîche.
Elle resta assise, immobile, à écouter la maison respirer. C'était une habitude qu'elle avait cultivée au fil des années de solitude d'entendre ce que les autres n'avaient jamais pensé à faire pour distinguer le calme du malaise. Ce soir-là, la différence semble ténue. Quelque part derrière la haie de son jardin, un loquet claqua doucement. Ni une porte, ni un portail. Puis des pas, rapides mais prudents, sur le chemin de gravier menant à l'allée du presbytère. Elle se leva, alla à la fenêtre et écarta le rideau du bout des doigts. À travers la brume, elle ne vit qu'un instant la silhouette d'un homme vêtu d'un pardessus sombre, le chapeau baissé, se déplaçant avec l'urgence discrète de quelqu'un trop habitué à éviter l'attention. La lumière de la lampe éclaira un éclat métallique à son poignet, peut-être une montre, peut-être autre chose. Il disparut rapidement, englouti par le chemin. Miss Marple ne la suivit pas. Elle nota qu'il était 9h30 et reprit sa place, son esprit énumérant tranquillement les liens. Les ragots de la receveuse sur la disparition des fonds de l'église, la veillée nocturne de Madame Bartlett, la lettre non signée maintenant dans la poche de l'inspecteur. Tous ces fils se tendent autour de la même question qui, à St. Mary Mead, avait un péché digne d'être partagé. Le lendemain matin, pâle et froide, cette lumière anglaise qui rend l'honnêteté même suspecte. La nouvelle se répandit plus vite que le soleil. Le trésorier diocésain, M. Canning, était arrivé par le premier train. On le vit à l'auberge avant le petit déjeuner, ressemblant en tout point à un bureaucrate parapluie impeccable, chaussures cirées et une rigidité morale due à une longue familiarité avec les chiffres et les faiblesses humaines. En milieu de matinée, il était dans le bureau du presbytère avec l'inspecteur Cray. Miss Marple, passant devant sous prétexte de rendre visite à la femme du bedeau, les aperçut par la porte entr'ouverte. Cray se tenait près du bureau, l'expression crispée par une irritation contenue, tandis que M. Canning parlait de ce ton sec propre aux hommes qui préfèrent l'ordre à la compassion. « Je ne suggère pas d'irrégularité, disait-il, mais il y a des incohérences. Les comptes paroissiaux font état de 2 collectes distinctes pour le fonds missionnaire, alors qu'un seul dépôt apparaît dans le grand livre diocésain. J'ai averti Simmons il y a quelques semaines que ce genre d'erreur pouvait engendrer des malentendus. Était-il contrarié la dernière fois que vous avez parlé ? Demanda Cray. Contrarié ? Non, distrait. Comme si son attention était partagée entre 2 consciences. Miss Marple s'éloigna discrètement avant que son ombre ne la trahisse. Conscience partagée. C'était une phrase qui flottait dans l'air comme un parfum d'encens, dissimulant et impossible à ignorer. Elle trouva la femme du bedeau dans la cuisine, écossant des petits pois avec la concentration sinistre de quelqu'un qui épluche ses propres soucis. « Quelle affreuse affaire, n'est-ce pas, Miss Marple ?» dit-elle. « Et maintenant, on dit que le pauvre révérend Simmons a peut-être été mêlé à des affaires d'argent. Je n'y crois pas, pas lui, pas après ce qu'il a fait pour cette fille. Quelle fille, ma chère ? Oh, Maisie, la fille de Cripps, tu te souviens. Sa mère travaille dans une blanchisserie. On dit que le pasteur les a aidés discrètement, de sa poche, quand le père s'est enfui à Portsmouth. Il a même payé les frais de scolarité. On oublie la gentillesse quand il y a un scandale à alimenter. » L'esprit tricoteur de Miss Marple oublia une maille, puis se corrigea. La charité accordée là où la bienséance désapprouve de la remarquer engendre souvent plus de culpabilité que de gratitude. Dehors, la cloche de l'église sonna l'heure et le bedeau en personne apparut dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur son manteau. « Pardon, Miss Marple, mais l'inspecteur vous cherche. Il dit avoir trouvé quelque chose. » Au presbytère, Cray l'accueillit avec ce mélange particulier de respect et de légère exaspération qu'il réservait à ce genre d'aide. « Tu avais raison pour le bouton, dit-il. On a retrouvé le manteau d'où il venait. Celui de Madame Bartlett, bien sûr. Elle l'avoua. Elle dit qu'il avait dû se détacher plus tôt dans la semaine. Elle prétend ne pas l'avoir porté depuis la répétition des funérailles mardi. En effet, dit Miss Marple, une explication claire, quoique peut-être un peu trop prompte. Cray fronça les sourcils. Tu doutes d'elle ? Je doute de la propreté, inspecteur. La vie est rarement aussi symétrique. Il soupira. Ce n'est pas tout. Le coffre du vicaire avait été altéré, pas forcé exactement, mais la serrure portait des traces d'utilisation répétées. Il n'y avait pas d'argent manquant, mais plusieurs lettres avaient disparu. Le regard de Miss Marple se porta vers le bureau, où subsistait une légère marque circulaire sur le buvard, l'ombre de quelque chose qui y reposait autrefois. « Des lettres, dit-elle doucement. Privées, j'imagine. Correspondance personnelle, oui, probablement inoffensive. Il y a très peu d'innocence dans les lettres privées, cher inspecteur. Seules quelques nuances de tendresse sont mal adressées. » Cray la regarda fixement. « Tu crois que ça implique autre chose que de l'argent ? » « Je crois, dit Miss Marple,
que la respectabilité peut masquer autant de passion que la pauvreté, et 2 fois mieux. On frappa à la porte et les interrompit. Le colonel Melchett entra, son chapeau à la main, comme pour s'excuser. « Désolé de vous déranger, Cray. Nous venons de recevoir un autre télégramme du diocèse. Il semble que la lettre postée par le révérend Simmons avant sa mort soit finalement arrivée, sauf qu'elle ne concernait pas les fonds. Il s'agissait d'une plainte morale. Confidentielle, bien sûr. Il hésite. Contre Madame Bartlett. » La plume de Cray s'immobilisa. « Plainte de quelle nature ?» Melchett s'éclaircit la gorge. « Conduite inappropriée, avec un paroissien. » L'atmosphère du bureau s'épaissit, comme si les murs eux-mêmes étaient gênés. Miss Marple ne dit rien, mais son expression s'adoucit, une trace de tristesse y perçant. Elle avait déjà observé ce phénomène auparavant, des réputations bâties sur le sable du secret, s'effondrant sous l'afflux discret de la vérité. Lorsqu'elle quitta le presbytère, la lumière de l'après-midi déclinait déjà. Le ciel était bas et d'un gris éteint. Dans le chemin devant elle, Maisie Cripps se tenait près du portail de l'église, serrant contre elle un petit paquet enveloppé dans du papier journal. « J'ai quelque chose, » dit la fillette essoufflée. « Maman m'a dit de le jeter, mais je n'ai pas pu. Il était derrière le panier à linge, le livre du révérend. » Miss Marple prit le paquet avec précaution. Sous le papier humide se trouvait un petit carnet noir relié en cuir, portant les initiales, comme légèrement gravées. Un registre, ou peut-être un journal intime. Elle ne l'ouvrit pas là, en chemin. « Merci, ma chérie, dit-elle doucement. Tu as bien fait. Mais souviens-toi que parfois la vérité frappe très doucement, et qu'il vaut mieux la laisser entrer en son temps. » L'enfant hocha la tête avec incertitude, regardant Miss Marple se tourner vers la maison, la pluie recommençant, chaque goutte tombant comme une question trop polie pour répondre. La pluie s'était intensifiée et n'était plus qu'un murmure régulier lorsque Miss Marple atteignit son portail. Le paquet qu'elle tenait dans la main lui semblait plus lourd que sa taille ne le permettait, comme si son contenu avait emprunté la gravité à sa conscience. Elle secoua son parapluie et entra, allumant la petite lampe près de son bureau. Le carnet noir brillait faiblement à la lumière de la lampe, les bords humides mais intacts. Elle resta assise un moment sans l'ouvrir, les doigts posés délicatement sur le couvercle. On aurait dit quelque chose qui souhaitait être à la fois conservé et caché, comme tant de trésors ou de péchés du village. Dehors, la cloche de l'église sonnait 6 heures, sa note mélancolique dérivant dans la brume. Lorsqu'elle dénoua enfin la ficelle, elle trouva non pas un journal, mais un grand livre de comptes, à l'écriture soignée, à l'encre toujours sombre et soignée. Noms, dates et chiffres occupèrent la première moitié, petits prêts, dons de charité et inscriptions marquées « Secours paroissial ». Pourtant, à mesure qu'elle tournait les pages, le schéma changeait. L'écriture devenait irrégulière, les annotations plus courtes. Certaines entrées ne comportaient aucune figure, mais seulement des phrases. Elle a promis la discrétion. Repentir exigé. La deuxième visite refusée confession. Les sourcils de Miss Marple se froncèrent légèrement. Les initiales comme en relief sur la couverture non Arthur Simmons, comme elle l'avait supposé. Ces notes n'étaient absolument pas de la main du vicaire. Les traits étaient trop appuyés, les boucles anguleuses. Elles appartenaient à quelqu'un qui écrivait sous la pression, peut-être même sous l'effet de la colère. Elle referma doucement le livre, comme pour ne pas perturber ce qui restait accroché aux pages. Le nom lui viendrait à l'esprit avec le temps. Pour l'instant, elle avait plus besoin de réflexion que de révélation. Cette réflexion fut interrompue par un coup sec et unique à la porte. Miss Marple ouvrit et trouva l'inspecteur Cray, manteau mouillé par la pluie, chapeau à la main. « Bonsoir, madame. J'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout, inspecteur. Je faisais juste un petit exercice de réflexion. » Il sourit d'un air las. « C'est ce que je craignais. Quand on commence à faire de l'exercice, on finit tous essoufflés. » Il entra, secouant l'humidité. « Il y a eu un incident. Le colonel Melchett a appris que Madame Bartlett était partie chez sa sœur à Market Ledbury cet après-midi, sans nous prévenir. »« Ah !» murmura Miss Marple. Un départ en dit souvent plus qu'une confession. Elle prend le bus matinal. Elle laissa un mot à sa femme de ménage, rien de plus. Mais la postière jure avoir vu Madame Bartlett à 16h30, en train de parler à quelqu'un dans le cimetière. Un homme, grand, le col du manteau est relevé. Cray cligna des yeux. « Tu l'as vu aussi ?»« Juste les grandes lignes, » dit Miss Marple. Suffisamment pour indiquer qu'il ne souhaitait pas être reconnu. Cray se frotta le menton. « Nous avons posé des questions. Le seul étranger aperçu récemment
était un artisan de Barchester qui prétendait réparer une horloge d'église, bien qu'aucune commande n'ait été passée. Il a disparu le soir même de la mort du vicaire. Le regard de Miss Marple se porta sur le carnet posé sur son bureau. Un homme qui arrive sans rendez-vous et repart sans dire au revoir vient généralement régler autre chose que des machines. Cray suivit son regard. « Tu as trouvé quelque chose ?»« Une bagatelle, dit-elle. Un livre que m'a offert un enfant. Il semble appartenir à quelqu'un lié à l'église, mais pas au révérend. Puis-je » Elle le lui passa. Il tourna les pages en fronçant les sourcils. « Seigneur !» Ces entrées mentionnent la caisse paroissiale et certains noms. Madame Bartlett est parmi eux. Oui, et une autre chose, je pense, vous intéressera, même si elle est écrite en code. Cette ligne-là est la dette réglée par le silence. Le silence peut être une monnaie très coûteuse, inspecteur. Cray hocha la tête d'un air sombre. On le gardera comme preuve. Faites-le, dit doucement Miss Marple. Mais soyez prudent, inspecteur. Les preuves se comportent parfois comme des ragots. Elles se propagent, là où elles sont les plus dommageables, pas forcément là où elles sont les plus vraies. Après son départ, Miss Marple se servit un petit verre de sherry et s'assit près du feu. La pluie s'était calmée, suivant le même rythme, régulier qui avait sévi ces 2 derniers jours. Elle pensa aux mains de Madame Bartlett tremblant sur les fleurs dans la salle paroissiale, aux yeux effrayés de Maisie, à un vicaire qui aurait pu tenter de protéger quelque chose qu'il ne pouvait ni pardonner ni dévoiler. Puis, faiblement, un autre son retentit, le sifflement lointain d'un train venant de Market Ledbury. Miss Marple posa son verre et se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Le son persista dans l'air, s'évanouissant. Il avait l'écho de la finalité, mais pas tout à fait de la paix. Elle se retourna vers le bureau. La petite trace de cire de bougie qu'elle avait remarquée dans le bureau du vicaire lui revint à l'esprit, blanche, pure et pourtant déplacée. La cire, le portail déverrouillé, la lettre écrite et non postée, frappent à sa porte. Tant de gestes hésitants. St. Mary Mead avait toujours été un lieu où l'on se targuait de savoir quand parler, mais où peu avaient appris l'art de se taire. Un bruissement surgit du chemin, interrompant sa rêverie. Elle se dirigea vers la porte, s'attendant presque au retour de Cray. Au lieu de cela, elle trouva une petite enveloppe posée sur le pas de la porte, humide mais lisible. Son nom était écrit de la même écriture précise qu'auparavant. Elle l'ouvrit à la lumière de la lampe. Seulement 5 mots cette fois, chacun écrit avec réflexion. Il n'était pas censé mourir. Les mots devinrent légèrement flous lorsqu'une goutte de pluie frappa le papier, ou peut-être autre chose, comme de la pitié. Miss Marple plia le billet et le plaça à côté du registre, l'air indéchiffrable. Pendant un long moment, elle resta là à écouter à nouveau la pluie, se demandant non pas qui avait tué, mais qui avait eu l'intention d'avoir pitié et avait manqué sa cible. Le papier était posé sur le bureau comme une accusation trop délicate pour être criée. Miss Marple se tenait à côté, les doigts légèrement posés sur le bord de la table, comme on se stabilise au bord d'un souvenir. Dehors, la pluie se calma et se transforma en brume, le village enveloppé de nouveau dans ce calme trompeur propre aux lieux habitués au commérage et à une atmosphère qui murmurait « Rien ne va pas », précisément au moment où quelque chose s'est produit. Elle prit son châle sur la chaise et se dirigea vers la fenêtre. L'allée était déserte, à l'exception de la lueur d'une lanterne qui se dirigeait vers la porte basse, mesurée et officielle de l'église. La silhouette en dessous était sans équivoque celle de l'inspecteur Cray. Elle ouvrit la porte avant qu'il puisse frapper. « Bonsoir, Miss Marple, dit-il en ôtant son chapeau. « Vous avez reçu une autre lettre. Je pensais que tu le saurais, répondit-elle doucement, en lui passant le mot. Il lut les 5 mots, le visage crispé. La même écriture que précédemment. L'insouciance croissante de l'écrivain, malgré le même papier à lettres que le cahier du curé. Je pensais que celui-ci était écrit là. Miss Marple hocha la tête, le regard calme. Un sentiment, pas une menace. La culpabilité commence souvent par s'excuser. Cray la regarda attentivement. « Tu crois que celui qui a écrit ça n'avait pas l'intention de tuer le vicaire ? Je pense que les intentions, comme la foi, voyagent rarement en ligne droite. Il a empoché le billet. Au fait, nous avons retrouvé l'artisan de Barchester, celui que vous avez mentionné. Ce n'est pas un artisan du tout, Albert Sedgwick. Il a servi il y a 2 ans comme clerc du révérend Simmons à Little Atherley. Il a été abandonné après une erreur dans le fonds missionnaire. « A.S. » murmura Miss Marple. Les initiales sur le registre. « Exactement. Il est venu à St. Mary Mead 3 jours avant la mort du vicaire. Il a prétendu vouloir le pardon,
un timing parfait. Miss Marple sourit faiblement. On recherche toujours le pardon avec plus d'ardeur lorsqu'on ne peut plus le refuser. Cray fronça les sourcils. On lui a lancé un avis. S'il est toujours dans le comté, on le retrouvera. Il hésite, jetant un coup d'œil aux vitres perlées de pluie. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser qu'il ne s'agissait pas seulement de chantage ou d'argent. Il y a là quelque chose de personnel, d'intime. Miss Marple ne dit rien, mais son regard se posa sur la photo encadrée, sur sa cheminée, de la chorale de l'église, toute rayonnante de respectabilité. Elle se souvint alors que Madame Bartlett avait été organiste, des années avant sa démission pour raison de santé. La photo la montrait assise près du vicaire, leur posture un peu trop consciente de leur proximité. Après le départ de Cray, Miss Marple éteignit la lampe et resta dans la faible lumière du feu. Le registre et le billet étaient posés côte à côte sur la table, la flamme de la bougie se reflétant faiblement dans les mots écrits à l'encre. Il n'était pas censé mourir. C'était une phrase qui sentait l'erreur de calcul, pas la malveillance. Et l'erreur de calcul était un péché bien plus subtil, généralement né des meilleures intentions. Le lendemain matin, le calme de St. Mary Mead fut troublé par la nouvelle selon laquelle Madame Bartlett avait été aperçue, rentrant inopinément de Market Ledbury dans l'omnibus matinal. Elle n'était pas allée chez sa sœur. Au lieu de cela, elle était descendue devant le bureau de poste, le visage pâle sous son chapeau, et était entrée directement dans l'église par la porte latérale. Lorsque Miss Marple arriva, l'inspecteur Cray l'attendait déjà, les bras croisés, l'air sombre. « Elle dit qu'elle est venue prier », dit-il doucement, mais le bedeau la trouva en train de fouiller derrière les tuyaux de l'orgue. Il lui tendit une petite boîte en fer blanc cachée là, fermée à clé. Miss Marple l'examina. La boîte était vieille, les coins usés, la serrure raidie par manque d'usage. « Puis-je » Cray hocha la tête. Elle utilisa la pointe d'une aiguille à tricoter de son sac pour ouvrir le fermoir. À l'intérieur se trouvait une poignée de papier plié, reliée par un ruban bleu délavé. Elle en déplia un et le lut en silence, l'écriture élégante et triste. « Ce sont des lettres, » dit Cray. « Du vicaire à Madame Bartlett. » La voix de Miss Marple était douce. « Des lettres d'amour, oui. Mais voyez les dates. Il y a presque 12 ans. » Cray siffla doucement. « Quoi qu'ils aient eu, c'était fini depuis longtemps. »« Ce n'est peut-être pas tout à fait fini, » dit Miss Marple. « Le cœur a une piètre mémoire des fins. » Cray a remis la boîte. On va les récupérer. Si sa motivation était la peur d'être démasquée, elle craignait quelque chose, interrompit Miss Marple, mais elle ne le montrait pas. C'est une peur sociale, pas spirituelle. Qu'elle ait touché la boîte en fer blanc est un autel de regret. Elle l'a cachée non pas pour se protéger, mais pour protéger quelqu'un d'autre. Cray ne semblait pas convaincu. Alors, à qui profite la mort du vicaire? Le regard de Miss Marple devint pensif. Parfois, le gain ne se mesure pas en héritage, mais en soulagement. Alors qu'il quitte l'église, la lumière du matin perce une lueur dans les nuages. Elle éclaira directement la chaire où le vicaire avait prononcé son dernier sermon, un sermon sur la repentance et le pardon. Des grains de poussière flottaient dans le faisceau, tels de petites âmes légères, incertaines de leur direction. Dans l'après-midi, le village était à nouveau en effervescence, le scandale mûrissant comme un fruit trop mûr. À la boutique, Madame Price Ridley déclarait que la mort du vicaire était une punition divine pour la clémence moderne de la poste. Madame Kirby jurait que les lettres anonymes avaient été écrites par une femme lésée, et ce, sans erreur. Miss Marple, qui écoutait depuis la porte tout en achetant son sucre, se contenta d'un léger hochement de tête. « C'est curieux, n'est-ce pas ?» remarqua-t-elle doucement. « Avec quelle facilité les gens bien excusent de la cruauté lorsqu'elle est déguisée en principe. » Ces paroles sont restées largement inaudibles, noyées par le bruissement des sacs en papier et la certitude morale. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'épaississait, elle rentra chez elle et trouva une enveloppe glissée sous sa porte. La même écriture, la même retenue. Celle-ci, en lecture seule. La vérité ne doit pas être dite. Elle le lut 2 fois, puis le posa sur la table à côté des autres. La lumière du feu vacillait sur les 3 messages. Une progression du remords à la défense, puis à la peur. Une histoire écrite à l'envers par la conscience. Miss Marple regarda vers la fenêtre, où la brume s'épaississait à nouveau. Quelque part dans cette grisaille, pensa T.L., quelqu'un commençait à comprendre que la clémence, mal placée, pouvait être bien plus fatale que la malveillance. La brume se pressait contre les fenêtres, comme si le monde extérieur avait retenu son souffle. Miss Marple resta immobile un long moment, les yeux fixés sur la dernière enveloppe, posée à côté des précédentes, une brève séquence de remords, de déni et d'avertissement.
Cette progression la fascinait, non pas comme une énigme, mais comme une étude de la température morale. La culpabilité, comme la météo, restait rarement stable longtemps. L'horloge sur la cheminée marquait 9 heures passées. Du square du village parvenait le son de voix lointaines. La chorale répétant « Brave contre l'humidité ». Quelque part dans l'harmonie complexe du cantique, Miss Marple crut entendre une voix faiblir et se taire. Elle enfila son châle et son chapeau, avec une précision tranquille. L'église était plongée dans un nuage de brume, ses lanternes projetant des halos qui se dissipent avant d'atteindre le sol. À l'intérieur, la chaleur des bougies adoucissait le froid. Les chanteurs étaient rassemblés près de l'autel, leur souffle perceptible dans l'air froid. Madame Bartlett, pâle et les lèvres pincées, se tenait à l'orgue, les mains jointes, la posture rigide comme la pénitence elle-même. À la fin de la répétition, les chanteurs se dispersèrent discrètement, laissant planer le faible écho de leur « Amen » comme une question. Miss Marple s'approcha de l'orgue. « Ma chère, » dit-elle doucement, « tu joues magnifiquement bien, même le chagrin ne peut le cacher. » Madame Bartlett se retourna brusquement, son sang-froid se brisant. « Je suis venue parce que je pensais que cela pourrait m'aider à oublier. Mais on n'oublie pas, pas maintenant. À cause de ce qui a été découvert, » sa voix tremblait. Ces lettres n'étaient pas destinées à blesser qui que ce soit. C'étaient de vieilles choses ridicules. J'aurais dû les brûler. J'ai failli le faire, une fois. Mais il m'a demandé de les garder, et m'a dit qu'un jour elle me rappelle qu'il avait vraiment tenu à moi. « Et Albert Sedgewick » demanda doucement Miss Marple. La femme leva les yeux, surprise. « Le connais-tu » ? Juste assez pour soupçonner qu'il avait une raison de revenir. « L'avez-vous vu ce soir-là » Madame Bartlett hésita, les doigts frottant le bord de son mouchoir. Il était venu à la maison la veille des faits. Il m'avait dit que le vicaire lui devait pardon et argent. Je lui ai répondu qu'il n'y avait plus rien à pardonner, que le révérend avait déjà payé ce qui pouvait l'être. Mais il n'a rien voulu entendre. Il a dit qu'il reviendrait le lendemain soir pour arranger les choses. Le regard de Miss Marple se posa sur elle avec bienveillance. Et lui ? Un silence. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. J'allais bien, alors je suis allé à l'église ce soir-là. J'ai pensé à prier, mais je ne pouvais pas rester. Il y avait encore de la lumière dans le bureau. « Oh, Miss Marple !» J'ai frappé, mais il n'a pas répondu. Puis j'ai entendu des voix à l'intérieur. J'ai couru à la maison. Le léger tremblement de sa voix se transforma en silence. Miss Marple posa doucement une main sur la sienne. « Il n'y a pas de honte à avoir peur, ma chère. C'est le plus respectable des instincts. » Avant que Madame Bartlett puisse répondre, la lourde porte grinça et l'inspecteur Cray entre, les bottes mouillées par le passage. Son expression était grave. On l'a attrapé. Sedgewick. On l'a trouvé dans une pension près de Barchester. Il prétend que la mort du vicaire était un accident. Madame Bartlett poussa un léger cri et s'affaissa sur le banc. Mademoiselle Marple regarda Cray calmement. « Un accident, dites-vous » Il dit qu'il voulait seulement menacer le révérend de lui forcer la main au sujet d'une vieille dette. Mais le révérend s'est effondré avant qu'il puisse dire un mot. Sedgewick a paniqué et s'est enfui. « Cela semble pratique, » murmura Miss Marple. Cray hocha la tête d'un air sombre. « C'est une histoire faite sur mesure, j'en conviens. Il jure ne jamais l'avoir touché. » Le regard de Miss Marple se posa sur la bougie la plus proche, dont la flamme se courbait vers un courant d'air provenant de la porte ouverte. La peur transforme souvent l'innocent inspecteur en menteur, et les désespérés en diseurs de vérité. Cray se tourna vers Madame Bartlett. « Vous devrez faire une déclaration, madame. »« Oui, murmura-t-elle. Je suppose que je dois le faire. » Tandis que l'inspecteur partait, Miss Marple resserra son châle sur ses épaules. « Vous vous sentirez mieux une fois la vérité dite à voix haute, » dit-elle doucement. Madame Bartlett esquissa un sourire pâle. « Ce n'est pas la vérité qui m'effraie, c'est qui la croira. » Dehors, la brume s'était épaissie. Les lampes du village brillaient, comme des pièces à moitié enfouies dans le brouillard. Miss Marple rentre chez elle lentement, la pensée posée sur ses pas. Quelque chose dans la confession de Sedgewick la troublait, non pas par son contenu, mais par sa netteté. Il lui manquait l'hésitation d'un véritable remords. Devant son portail, elle s'arrêta, remarquant pour la première fois la faible empreinte de bottes dans la terre meuble, large, à bout carré, qui menait vers son jardin. Elle les suivit avec la patience de l'habitude, sa lanterne tremblant faiblement dans sa main. Les empreintes s'arrêtaient à la fenêtre de sa cuisine. La vitre était embuée d'humidité, mais un coin avait été nettoyé. Quelqu'un l'avait observé. À l'intérieur, rien n'a été dérangé. Pas d'empreinte, pas d'odeur d'intrusion, juste une infime trace de cire de bougie sur le rebord de la fenêtre,
de la cire blanche. Elle resta immobile. Dans sa tête, elle entendit à nouveau le sermon du vicaire sur le pardon, celui qu'il avait prêché la semaine précédant sa mort. Sa voix avait tremblé lorsqu'il avait dit que se pardonner à soi-même est l'absolution la plus difficile de toutes. La flamme de sa lanterne vacilla un instant, puis se stabilisa. Miss Marple tira le rideau, ferma le loquet et s'assit pour écrire un bref mot à l'inspecteur Cray en 3 lignes seulement. Il y en a un autre qui connaissait le péché ancien, un qui croyait que le silence était synonyme de miséricorde. Ne cherchez pas celui qui a péché, mais celui qui a eu pitié. Elle le plia, le scella de cire et le plaça à côté des autres. Pour la première fois ce soir-là, elle s'autorisa un soupir discret, presque maternel, car elle savait désormais que la pitié, mal placée, pouvait être le crime le plus cruel qui soit. Quelque part, au-delà de la haie, le sifflet du veilleur de nuit retentit une fois, long et bas, avant de s'estomper dans le silence. La longue note du sifflement, qui s'estompait, laissait dans la nuit un étrange vide, comme si le son lui-même s'était reculé en signe de respect. Miss Marple resta à son bureau un moment encore, la faible lueur de sa lampe dorant les bords de son papier. Le mot qu'elle avait écrit pour l'inspecteur Cray était posé à côté d'autres petits objets sans prétention qui, ensemble, avaient commencé à murmurer leur propre histoire. Dehors, la brume s'épaississait, presque tangible. Elle s'enroulait autour des haies, brouillant le village jusqu'à le rendre vaguement suggestif. Miss Marple se leva, éteignit la lampe et alla à la fenêtre. Le jardin était immobile, même si un léger sentier dans l'herbe humide indiquait l'endroit où quelqu'un était passé plus tôt. Les empreintes de pas s'atténuèrent déjà sous la rosée, s'effaçant dans la terre comme un secret reconsidéré. Le matin arriva à contre-cœur, sa lumière ténue et terne. À 7h30, on frappa à la porte annonçant le retour de l'inspecteur Cray, l'air vif mais sans triomphe. Il tenait dans une main le mot de Miss Marple, non ouvert. « Tu avais raison, dit-il sans préambule. Sedgwick nie avoir écrit la moindre lettre. Il affirme qu'il sait à peine écrire assez bien pour signer. Nous avons comparé les écritures. Il dit la vérité. » Miss Marple inclina légèrement la tête. Quelqu'un d'autre portait donc le fardeau de sa culpabilité. Cray expira en se passant la main dans les cheveux. « Nous avons aussi parlé à Madame Bartlett. Elle assure n'avoir vu personne ce soir-là, mais sa femme de chambre jure avoir trouvé un gant d'homme dans le hall le lendemain matin, en cuir noir, trop grand pour le vicaire, trop fin pour un ouvrier. La femme de chambre jure qu'il a disparu plus tard dans la journée. » Le regard de Miss Marple se porta vers la fenêtre, où persistait la buée. « Vous pourriez demander à la postière ce qu'elle en pense, » dit-elle doucement. « Elle a le don de retrouver ce que les autres égarent. » Cray esquissa un sourire las. « J'imagine qu'elle nous le reviendrait avec un sermon. » Lorsqu'il partit, Miss Marple resta assise, plongée dans une profonde réflexion. Le mystère avait cessé de paraître isolé, il était devenu une succession de faux pas, de dissimulations accomplies sous couvert de bonté. Elle repensa au bureau, du vicaire, à la cire de bougie et au portail déverrouillé. 2 gestes d'attention, peut-être une porte ouverte, une lumière allumée, mais tous 2 ne menant qu'aux ténèbres. À 11h, elle fait sa promenade habituelle jusqu'à la poste. Le village était à moitié éveillé sous un ciel qui hésitait entre s'éclaircir et se lever. Madame Kirby, comme prévu, parlait à plein volume. L'inspecteur était arrivé tôt, annonça-t-elle, avant même que Miss Marple puisse la saluer. Il voulait savoir si j'avais vu quelque chose d'étrange. Je lui ai dit que tout est étrange à force d'observer. Comme c'est vrai, dit Miss Marple en posant un petit paquet sur le comptoir. Je me demande, cependant, si vous avez trouvé quelque chose récemment. Un gant, peut-être ? Madame Kirby pinça les lèvres. C'est drôle que vous disiez ça. Trouvé hier derrière la balance à colis. Un cuir noir de bonne qualité. J'ai pensé que c'était celui du colonel, mais c'est une main plus petite que la sienne. Pas vraiment un gentleman, mais pas brutal non plus. Puis-je ? Madame Kirby sortit le gant de sous le comptoir. Miss Marple l'examine et remarque la légère trace blanche sur le bout des doigts, la cire de bougie durcissant dans les plis du cuir. « Comme c'est curieux, » murmura-t-elle. « J'imagine que vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous l'avez trouvé, penché sur ce comptoir. Oh, la moitié du village, j'ose dire. Mais je me souviens que Madame Bartlett avait posté une lettre ce matin-là. Elle était pâle comme du lin. » Miss Marple sourit faiblement, comme on le fait souvent lorsqu'on envoie quelque chose d'irréversible. La conversation s'orienta vers des sujets plus triviaux, des livraisons retardées, les fiançailles imminentes d'une nièce, mais Miss Marple ne quitte pas le gant, le retournant dans ses souvenirs. Cire de bougie, cuir noir,
écriture soignée et cléricale. La respectabilité, encore une fois, masquant l'intrusion. Quelqu'un d'assez proche du vicaire pour avoir accès, mais assez distant pour se cacher derrière la formalité. Cet après-midi-là, le colonel Melchett en personne se rend au cottage de Miss Marple, d'une manière inhabituellement calme. « Vous avez dû entendre, j'imagine, dit-il. Le rapport du coroner est arrivé. L'insuffisance cardiaque est une cause naturelle, dit-on, même si le stress a pu l'accélérer. Cray n'est pas satisfait, bien sûr. Vous non plus, colonel, il hésite. Non, pas du tout. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans tout ça. Les lettres, le registre, ce Sedgwick qui réapparaît. Et Madame Bartlett-Well, pas vraiment du genre à tuer, mais elle cache quelque chose. Ils ont tous quelque chose. En effet, dit Miss Marple, c'est la manière anglaise, après tout. Nous polissons nos secrets jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des vertus. Le colonel eut un petit rire. Vous avez une façon bien à vous de présenter les choses, Miss Marple. Cray pense être sur le point de clore l'affaire. Mais entre nous, il est inquiet. Il dit que vous lui avez envoyé un mot sur la pitié. Ah oui, dit-elle doucement. J'ai été frappée par le fait que la pitié accomplit souvent ce que la cruauté ne peut pas faire. Elle pardonne trop tôt et trop aveuglément. Melchett fronça les sourcils. Tu crois que cette miséricorde a mal tourné ? Quelque chose de ce genre, répondit-elle en jetant un coup d'œil vers le jardin, où les derniers brouillards se dissipent. Parfois, un acte de compassion déplacée déclenche plus de tragédie que n'importe quel crime délibéré. Plus tard, à la tombée de la nuit, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, tricotant nonchalamment sur ses genoux. De l'autre côté de la verdure, le clocher de l'église se dressait dans la lumière déclinante, sa silhouette adoucie par la brume du soir. La porte du presbytère s'ouvrit brièvement. Une silhouette mince et prudente émergeant, jetant un coup d'œil circulaire avant de se faufiler vers le sentier qui menait au jardin du presbytère. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. La silhouette était, à nouveau, celle de Madame Bartlett. Mais elle n'était pas seule. Une seconde silhouette attendait près de la haie, à moitié cachée. Elles parlèrent brièvement. Puis, à la stupéfaction silencieuse de Miss Marple, la femme glissa quelque chose dans la main de l'homme, avant de se retirer précipitamment dans l'ombre. La faible lueur du métal capte la dernière trace de lumière du jour, l'éclat indubitable d'une clé d'église. Miss Marple resta assise, immobile. Les lampes du village vacillèrent une à une, la lumière se répandant comme une vérité qui ne voulait plus être cachée. La lumière des lampes du village se brouille à travers une fine bruine, scintillant comme des reflets venus d'un autre monde, légèrement plus clément. Miss Marple resta à sa fenêtre, immobile, hormis une légère inclinaison de la tête, observant les silhouettes près de la haie. L'éclat métallique de la clé disparut dans l'obscurité, suivi par la douce fermeture du portail du presbytère. Une minute plus tard, seule la brume subsistait. Elle resta là jusqu'à ce que la cloche de Saint-Jude sonne 9 heures, chaque note résonnant dans les ruelles silencieuses avec une étrange solennité, comme si elle sonnait quelque chose de pas tout à fait mort, seulement caché. Puis elle éteignit sa lampe, attacha sa cape et sortit. L'air nocturne était chargé de terre humide et de fumée de bois. Le long du sentier, des flaques miroitaient sous la faible lueur du gaz, leur surface n'étant troublée que par quelques gouttes d'eau tombées des arbres. Elle avançait lentement, ses pas silencieux. L'âge, se disait-elle souvent, rendait l'invisibilité plus efficace que les ombres. À la porte du cimetière, elle s'arrêta, tendant l'oreille. Quelque part au-delà du portail du cimetière, elle entendit un léger grincement de métal sur la pierre. Elle le suit dans l'obscurité, passant devant des rangées de pierres tombales penchées, jusqu'à ce qu'elle aperçoive la faible lueur d'une lanterne à travers la fenêtre de la sacristie et les silhouettes de 2 personnages à l'intérieur. Madame Bartlett était agenouillée près de la balustrade de l'autel, la posture rigide, ses mains gantées serrant un petit paquet enveloppé de lin. Face à elle se tenait l'homme que Miss Marple avait vu plus tôt, non pas Sedgwick, mais l'inspecteur Cray. « Je vous avais dit que je viendrais seul, dit-il doucement. « C'est fini, Madame Bartlett. Vous auriez dû venir plus tôt. »« Je ne pouvais pas, murmura-t-elle. Il m'a fait promettre. »« Simon ?» Elle hocha la tête. Il disait que c'était une grâce que certains péchés soient au mieux gardés en sommeil. Il allait détruire les lettres cette nuit-là, ainsi que le registre. Mais Albert est arrivé, et il a paniqué. Il a essayé de me protéger, voyez-vous. Il a toujours essayé. Sa voix se brisa et elle pressa le paquet contre sa poitrine. Le ton de l'inspecteur s'adoucit. « Vous ne nous aviez pas dit que vous étiez là. J'avais peur. Il est tombé avant que je l'atteigne. Je pensais que c'était ma faute.
Il avait promis de dire la vérité dans son sermon du lendemain. Je pensais que Dieu l'avait frappé pour ça. L'ombre de Miss Marple s'étendait sur toute la longueur de l'allée lorsqu'elle franchit le seuil. L'inspectrice se retourna brusquement, mais elle leva une main placide. « Pas d'inquiétude, ma chère. Je suis simplement venue pour remettre les pendules à l'heure, en quelque sorte. » Madame Bartlett se retourna, le visage pâle à la lueur des bougies. « Je n'avais pas voulu que cela arrive. Je voulais seulement qu'il cesse de souffrir. Il avait été tourmenté pendant des semaines par cet homme, par les lettres, par sa propre conscience. Je lui ai donné le médicament pour l'aider à dormir. » L'expression de Cré se durcit. « Tu lui as donné quelque chose. » C'était du laudanum inoffensif, de l'apothicaire. Juste une cuillerée. Il disait que son cœur était faible. J'ai pensé. La voix de Miss Marple était douce mais ferme. Une cuillerée, certes. Mais peut-être la mesure. Était-elle le fruit du chagrin plutôt que de la raison? Madame Bartlett tombe à genoux, tremblant. Je voulais le soulager, pas le tuer. Je le jure. Cré s'avança, mais Miss Marple lui toucha légèrement la manche. Une compassion mal dosée, inspecteur, est rarement un meurtre au sens commun. Pourtant, la loi ne l'entend pas toujours de cette oreille. L'inspecteur soupira. Et les lettres? Madame Bartlett déballa le paquet de linge. À l'intérieur se trouvait la correspondance du vicaire, la même écriture soignée, la même encre délavée, reliée par un ruban. Il disait que la confession était égoïste, murmura-t-elle, que le pardon, pour être réel, doit rester silencieux. Miss Marple observa la femme tremblante avec une pitié silencieuse. « Ah, mais le silence, ma chère, est rarement innocent. Il laisse les autres écrire la fin à notre place. » Un long silence s'ensuivit, interrompu seulement par le léger ruissellement de l'eau dans la gouttière. Cray prit le paquet et se redressa. « Nous aurons besoin de votre déclaration demain matin, Madame Bartlett. Pour l'instant, vous devriez rentrer chez vous. Il n'y a plus rien à faire ce soir. » Elle hocha faiblement la tête et il la conduisit à travers la sacristie. Lorsque leurs pas s'éloignèrent, Miss Marple resta, les yeux fixés sur les bougies vacillantes près de l'autel. L'une d'elles avait brûlé faiblement, sa cire se répandant sur la plaque de laiton en dessous, dessinant un motif semblable à des larmes. Elle l'éteignit d'un souffle régulier. Dehors, les premiers rayons de l'aube adoucissaient l'horizon. La brume commençait à se lever, révélant les contours flous de la verdure et les toits silencieux au-delà. Le monde, semblait-il, se préparait à l'illusion réconfortante du matin. L'inspecteur Cray revint, le visage crispé. « C'est tragique, dit-il doucement. Elle sera inculpée, bien sûr, même si ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un meurtre. » Miss Marple hocha la tête. « Non, seulement le plus anglais des crimes commis par sympathie, dissimulés par convenance. » Il la regarda avec curiosité. « Tu savais que c'était elle, alors ? J'ai soupçonné la pitié bien avant la culpabilité, dit-elle simplement. Quand on parle de miséricorde à voix basse, elle est rarement divine. » Cray afficha un sourire las. « Tu donnes l'impression que le pardon lui-même mérite d'être mis à l'épreuve. » Le regard de Miss Marple se porta vers le portail de l'église, où les dernières traces de brouillard persistèrent dans l'herbe. « C'est peut-être toujours le cas, inspecteur. À la cour du ciel, on imagine que la clémence est rare. » Il suivit son regard, puis siffla doucement. « Je m'occupe des papiers. » Après son départ, Miss Marple s'attarda encore un instant sur les marches de l'église, le regard pensif. De l'autre côté de la verdure, les chaumières remuaient, rideaux tirés, les bouilloires se mettaient à chanter, comme si le village avait décidé résolument de partir. Elle savait qu'il le ferait. La respectabilité était remarquablement élastique une fois passée. Elle s'étendait pour couvrir presque tout. Elle se tourna vers la maison, le bruit de ses pas se mêlant au chant des premiers oiseaux. Pourtant, avant de fermer le portail de son jardin, elle marque une pause et jette un coup d'œil par-dessus son épaule. L'espace d'un instant, les vitraux de l'église capturèrent le soleil levant, d'un or flamboyant, puis, tout aussi vite, se réverbérèrent. Le soleil avait atteint cette hauteur pâle et clémente qui donnait à chaque village anglais un air momentanément irréprochable. Miss Marple se tenait devant son portail, son petit panier à la main, contemplant la ruelle où les dernières voitures de police étaient parties. Le bruit de leurs moteurs s'estompa dans le silence, remplacé par le bruissement régulier et domestique du matin. Un balai balaya le seuil d'une porte, et le faible sifflement d'une bouilloire traversa une fenêtre ouverte. Dans le jardin du presbytère, les rideaux avaient été tirés. Des fleurs fraîches ornent maintenant le bureau, des lits blancs, bien sûr, dont la pureté était plus décorative que réconfortante.
Le comité paroissial s'était déjà réuni pour discuter des dispositions provisoires pour le service dominical. Les tragédies, songeait Miss Marple, ne perturbent jamais longtemps les rouages du calendrier paroissial. Elle s'engagea dans l'allée en direction du green, d'un pas calme, le regard attentif à la subtile chorégraphie de la guérison. Le village retrouve sa décence avec l'efficacité maîtrisée d'une pièce de théâtre bien répétée après chaque scandale. Au bureau de poste, Madame Kirby se tenait derrière le comptoir, réorganisant un étalage de timbres à un penny. « Quel travail !» dit-elle à Miss Marple en entrant. « J'ai toujours dit que le révérend travaillait trop. Un cœur fragile, disait-on, et maintenant c'est prouvé. Enfin, au moins, ce n'était rien. Honteux. Il faut en être reconnaissant. »« Oui, dit Miss Marple d'un ton doux. La gratitude vient facilement quand on n'a pas besoin de trop réfléchir. » Madame Kirby cligna des yeux, incertaine, puis sourit d'un air radieux. « Il paraît que la sœur de Madame Bartlett vient la chercher. La pauvre femme est en lambeaux. On dit qu'elle reposera à Bournemouth. »« Comme c'est raisonnable, dit Miss Marple. La mère a le don d'apaiser ce que la confession ne peut apaiser. » Dehors, l'air sentait légèrement le lilas et la pierre humide. Le bedeau taillait la haie près du portail du cimetière. Il leva les yeux au passage de Miss Marple. « On nous en enverra un nouveau, j'imagine. Jeune, peut-être. Ils aiment donner aux nouveaux une paroisse tranquille d'abord. » Miss Marple sourit. « Espérons qu'ils comprennent que le silence n'est qu'une question de ton, pas de vérité. » Au parc, elle s'arrêta pour regarder Maisie Cripps sauter à la corde près du monument aux morts, son rire vif et soudain contrastant avec l'air immobile. L'enfant s'arrêta en voyant Miss Marple et accourut avec empressement. « Maman dit qu'ils vont nettoyer la tombe du vicaire dès qu'elle sera en bon état, » dit Maisie, essoufflée. « Et il y aura un nouveau portail pour le cimetière. L'ancien est encore cassé. »« Ah » dit Miss Marple, « une nouvelle porte pour les vieux chagrins. Comme c'est approprié. » Elle se pencha légèrement, lissant les cheveux de la jeune fille d'une main douce. « Tu as été très courageuse, ma chère. Parfois, ce sont les plus petits qui portent le plus lourd fardeau. » Maisie parut perplexe, mais sourit, son attention déjà reportée sur sa corde à sauter. Les enfants, pensa Miss Marple, étaient heureusement peu formés à l'art de se souvenir. À midi, la brume s'était entièrement dissipée. Les chaumières brillaient de la douce précision d'une pluie récente, chaque fenêtre polie, chaque seuil nettoyé. Le village avait repris son rythme habituel, et pourtant, en repassant devant le cimetière, Miss Marple sentit le silence se déplacer en dessous, comme une veine de terre qui se tasse après un tremblement. À l'intérieur de la sacristie, l'inspecteur terminait son rapport. Il leva les yeux lorsqu'elle entra. « Vous serez heureuse d'apprendre, madame, que les documents confirment qu'il s'agit d'un malheureux accident. Rien de scandaleux, rien qui puisse jeter une ombre sur la paroisse. La vérité fait rarement la une des journaux, inspecteur. Seule la vérité acceptable y parvient. » Il esquissa un sourire contrit. « Tu as le don de rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. » Ou peut-être, dit doucement Miss Marple, de se rappeler que cela a toujours été le cas. Il ferma son carnet avec un soupir. Le coroner avait réglé la question. Pas d'inculpation. C'est mieux ainsi. Parfois, la clémence n'est pas une loi. « Oui, dit-elle doucement, même si je me demande si la miséricorde n'est jamais là où nous pensons qu'elle y est. » Il hésita, scrutant son visage. « Croyez-vous au récit de Madame Bartlett ? » « Je crois qu'elle avait de bonnes intentions, » répondit Miss Marple. « C'est une forme de culpabilité en soi. Les intentions méritent souvent leur propre châtiment. » Cray hocha la tête, ni accord, ni fatigue. « J'ose dire que tu as raison. Malgré tout, j'espère ne jamais avoir à enquêter sur un autre village comme celui-ci. Trop de rideaux, trop peu de vérité. » Miss Marple sourit. « Ah, mais les rideaux sont faits pour être tirés, inspecteur. La vérité laisse entrer la lumière, mais tout le monde n'aime pas être illuminé. » Il rit doucement et prend congé, ses bottes résonnant dans l'allée. Elle le regarda partir, l'air bienveillant mais distant. La porte de l'église se referma doucement derrière lui, et le silence qui suivit fut presque empreint de recueillement. Sur le banc où le vicaire s'asseyait autrefois pendant la prière du soir, la lumière du soleil filtrait en une étroite bande dorée. Des grains de poussière y flottaient, tournoyant paresseusement comme des pensées libérées. Miss Marple traça le contour du recueil de cantiques devant elle. Plomb, douce lumière. Une douce ironie effleura ses lèvres. Après tout, la lumière ne mène pas toujours là où on l'attend. Plus tard, dans l'après-midi, elle était assise dans son jardin, taillant des rosiers qui avaient souffert de trop de pluie. Chaque tige coupée dégageait une légère douceur, comme si le pardon pouvait être parfumé après tout.
Le sifflet du facteur résonnait faiblement à travers la haie, suivi du bruissement d'une lettre glissant dans la boîte. Elle l'ouvrit après un moment avec un court mot, non signé, écrit d'une écriture soignée et familière. « Merci pour votre gentillesse. Il n'était pas destiné à mourir, mais peut-être était-il destiné à se reposer. Un ami. » Elle le plia soigneusement, sans être surprise ni perturbée. L'écriture était indéchiffrable, la frontière entre souvenir et rédemption s'estompant au-delà de toute possibilité de récupération. À la tombée de la nuit, les lampadaires le long de la verdure vacillèrent à nouveau. Du presbytère parvint le faible son d'une nouvelle voix lisant la prière du soir, hésitante, respectueuse, incertaine de sa place. Le village, revenu à son apparent ordre, écoutait avec le calme satisfait de gens qui prirent le silence pour la paix. Miss Marple se servit une tasse de thé et regarda les premiers papillons de nuit danser près de la lampe. Les lettres non ouvertes, le registre, le vieux bouton, tout avait disparu, livré à l'inspecteur ou au feu. Mais la fragilité humaine, elle le savait, laissait des traces qu'aucune flamme ne pouvait effacer. La cloche de l'église sonna une fois pour l'heure, un son unique, simple et pur, qui se répand dans l'air du soir. Miss Marple leva les yeux, adoucie par cette humeur mélancolique et subtile qui l'avait guidée à travers tant de fins semblables. « Eh bien, murmura-t-elle en silence, peut-être que le pardon et la folie sont simplement voisins dans la même paroisse. » Elle sirotait son thé, écoutant la nuit s'enrouler doucement autour du village. La paix qui s'ensuivit n'était pas tout à fait innocente, mais elle était, pour Sainte Marie Mead, amplement suffisante.